Vigne. Donc, Jérôme, on ne va pas vous Bonjour. présenter tout son parcours. Ça fait 35 ans qu'il est dans la tech, donc ça commence à faire un gros CV. Il a travaillé un petit peu partout dans le monde, à Paris, en Californie, à Singapour. Il a eu beaucoup d'expérience entrepreneuriale, en recrutement, en dev, etc. Il a été plusieurs fois CTO, dont une fois co-founder pour TSC. Et il a bossé aussi pour des grandes boîtes comme Google, notamment sur leur programme Google for Startup, qui est assez sympa. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tu arrives à le glisser, quel est l'équivalent chez AWS. Mais en tout cas, le programme Google est plutôt chouette pour expérimenter. Et depuis 4 ans, il a rejoint AWS. Il est aujourd'hui Head of Startup Solution Architect pour l'Asie. Bon, AWS, on va peut-être pas vous le présenter non plus, même si en quelques mots, ils ont été créés en 2006. Ils fournissent une plateforme d'infrastructure hautement fiable, évolutive et à faible coût dans le cloud, qui alimente des centaines de milliers d'entreprises et énormément de sites que vous fréquentez sont hébergés chez AWS. Le sujet du jour, c'est comment développer son impact business en tant que dev. Les devs sont exposés à de nombreux challenges et ils doivent comprendre les objectifs, les besoins des clients, être de vrais acteurs de la stratégie de l'entreprise. Et c'est de ça dont va nous parler Jérôme. Euh, Ça va s'appuyer sur 2 piliers, si j'ai bien compris, sont le process et les étapes pour recruter les top profils et business. Ils vont ensuite pouvoir intervenir sur ces sujets et ces précieux conseils de business acumen pour quand on est dev. On commence à être un petit peu nombreux. On va vous proposer un petit sondage, un petit slido. Donc, on va afficher un QR code que vous pouvez flasher pour répondre. La question va porter sur l'importance d'avoir un impact business dans le dev. Est-ce que pour vous, c'est quoi? C'est pas votre rôle? Est-ce que c'est juste un plus ou est-ce que c'est complètement essentiel pour votre activité? Je vous laisse flasher le code et, euh, et donner vos réponses. Et puis, on transmettra les résultats à Jérôme pour rebondir dessus. En attendant, je vais vous parler un petit peu de TPC. Donc, TPC, c'est The Product Crew. On se définit comme le copilote du recrutement pour les startups et les scale-up ambitieuses. On a une vision qui est d'aider à bâtir les futurs champions européens de la tech. Et pour ça, on a créé une communauté sélective qui réunit les meilleurs talents du dev, du product, de la data et du design. En à peu près 2 ans, on est devenu 10 000 membres qui s'aident à progresser dans leur métier en continu, avec des ressources techniques experts, des événements, du coaching, des webinaires comme celui-ci. Et on aide aussi nos membres à trouver leur prochain job au sein des meilleures startups et en entreprise. C'est un système super efficace à base de sprint d'1 mois durant lequel on te propose des opportunités qui matchent vraiment avec ce que tu recherches. On a environ 800 entreprises partenaires. On trouve des talents à présenter aux entreprises environ en 30 jours, pardon. Et au bout de 24 heures seulement, on est en mesure d'envoyer du monde pour essayer de trouver des matchs. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de flasher le QR code de gauche pour devenir membre, de droite pour recruter avec nous. Et vous aurez toutes les infos nécessaires pour avancer. Je pense qu'on peut revenir sur les résultats du sondage et je vais donner la main à Jérôme pour sa presse avant de vous retrouver pour le Q&A. À tout à l'heure. Jérôme. Hey, bonjour tout le monde. Un grand coucou de Singapour. Merci d'être là. C'est super de le présenter pour vous aujourd'hui. Alors, je regarde un peu les résultats et je vois, oui, 83%, 85%, oui, à 100%. Bon, et je vois qu'on est tous d'accord. Euh, c'est ce que tous les jours et encore hier, je discute avec plein d'entrepreneurs qui managent des compagnies. Et une grande question, c'est toujours de dire oui, mes développeurs, je voudrais qu'ils soient capables de fournir, d'aider le business, pas juste de se focaliser sur les techniques. Et donc oui, c'est un sujet d'actualité, c'est super important. Je vais maintenant, si vous me donnez 2 minutes, voilà, vous parler un petit peu de ce que fait mon équipe et comment est-ce qu'on fait ce genre d'influence et d'impact dans le business. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? C'est parfait. OK, super. Alors, j'ai déjà été présenté, donc je ne vais pas refaire tout ça. Je pense que j'ai été ingénieur logiciel au départ. J'ai fait beaucoup de développement. J'ai travaillé dans la création de produits. J'ai eu la chance d'aller dans la Silicon Valley. Et là, j'ai été chef développeur, chef produit, chef projet. J'ai monté une startup. Elle a été rachetée. Je me suis retrouvé à Singapour et là, je suis un peu tombé dans le cloud. Et depuis, entre Google Cloud et AWS, j'ai essentiellement travaillé dans le cloud et les startups.
L'intérêt ou la particularité de ces deux positions, Google Cloud et Head of Startup, c'est qu'en fait, quand on travaille avec des solutions architectes, le rôle de solution architect, c'est en fait de guider les clients et de les aider à tirer le meilleur parti des produits AWS. Il y a aussi l'équivalent de Google Architect chez Google Cloud et chez Azure et chez tous les vendeurs, en fait. C'est un peu quelqu'un qui est un conseiller de confiance et qui vous prend la main dans le labyrinthe de 300 produits et toutes les variantes. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'en fait aussi, ce sont des gens qui font partie de la vente. Ce pas des gens qui sont des gens qui développent des produits, c'est des gens qui sont dans la vente. Donc à ce titre, en fait, on leur demande d'avoir beaucoup de compétences. Typiquement, ce qu'on leur demande, d'abord, c'est le SE, le SA, SE, c'est le Solution Architect. Évidemment, on leur demande d'être bons en technique, donc souvent un profil d'ex-développeur, développeur ou DevOps. On leur demande aussi d'être bons en consulting, parce qu'en fait, une grosse partie du travail pour aider les gens à faire le bon choix des produits, ça consiste essentiellement à être crédible quand on explique pourquoi, le pourquoi du comment et quand on fait de l'architecture. Donc, il y a tout un aspect conseil et communication. Donc ça, c'est effectivement l'aspect, je dirais, externe, ce que perçoit le client. Mais en fait, aussi en interne, il y a ce qu'on attend du solution architect, c'est d'avoir une acuité business pour découvrir les opportunités, c'est-à-dire opportunités au sens américain de la vente opportunity, c'est-à-dire en fait comment est-ce que on peut à la fois choisir le bon produit, faire la bonne offre et éventuellement vendre des services plus adaptés ou plus de services ou aider les gens à croître et quand ils croissent, ils utilisent plus de, plus de services. Donc, c'est pas uniquement complètement de la philanthropie, mais c'est quelque chose qui est super important. C'est comment est-ce qu'on va les découvrir. Donc, il y a toute une série de mécanismes, en fait. Et je vais vous donner un exemple très schématique et très simple, mais qui, en fait, est un peu une des bases de nos formations internes. Donc, voilà. Vous avez un client. Il vous dit en réunion, OK, voilà, ben, on a des difficultés à se connecter à AWS Dashboards et notre data warehouse. Bon, pour ceux qui croient que j'essaye de faire de la pub, AWS Dashboard, ça n'existe pas, OK, c'est juste un exemple. Donc, mais voilà, quelle est votre réponse? Donc, typiquement, ce qu'on a comme réponse chez nos techniciens assez débutants et même parfois assez chevronnés, c'est de dire, OK, bon, bah, vous avez regardé les droits d'accès avec le firewall? C'est ça qui doit bloquer. On va regarder les droits d'accès, il se trouve que c'est les droits d'accès, et voilà, donc c'est bon, résolu, fin. OK, cool. En réalité, c'est pas du tout ce qu'on demande aux solution architects. Ce qu'on demande aux solution architects, c'est quelque chose de plus approfondi. Donc c'est quelque chose qui serait en fait, OK, on veut que vous trouviez une opportunité. Donc abordez la question différemment. Ah bon, quel genre de dashboard? Qui est votre utilisateur? Ben, en fait, c'est notre management. Il veut suivre l'évolution des commandes en continu parce qu'en fait, on a eu un problème. Une fois, on n'avait plus de stock, on n'était pas au courant. Ah bon, d'accord. Mais votre data warehouse, il se rafraîchit que toutes les 24 heures. Donc, en fait, vous n'aurez pas de stock en continu. Vous l'aurez que toutes les 24 heures. Ah ouais, c'est un problème. OK, mais en fait, nous, on a une solution en temps réel. Est-ce que ça vous intéresse que je vous la montre? Oui, bien sûr. D'accord, super. Et là, vous avez, bon, évidemment, c'est super raccourci, c'est schématique, mais c'est l'idée. Et là, en fait, vous avez ouvert une porte. Oups, sorry, pardon. Vous avez ouvert une porte et je m'excuse, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon slide. Mais il faut aussi quand même dire à la fin, OK, ben on va quand même aller regarder les droits d'accès sur le pare-feu. OK, parce que le bon solution architect, même si on découvre une opportunité, on va quand même aller résoudre le problème à l'origine. Donc comment est-ce qu'on trouve et comment est-ce que je forme et je trouve des gens comme ça? Parce que le problème qu'on a souvent, c'est que les développeurs n'aiment pas tellement communiquer, donc c'est un problème pour ils ne sont pas consultants. Les consultants pratiquent peu la technique, donc on a souvent des candidats qui ont été consultants pendant des années, mais qui ne sont plus à la hauteur techniquement parlant. Ou alors, tout ce profil me disent en général, non, non, mais attends, moi je ne suis pas un vendeur, je ne vais pas aller faire du closing avec les clients. Donc l'intérêt, en fait, c'est qu'on ne leur demande pas ça, on ne leur demande pas d'être un vendeur. Okay, et je reviendrai là-dessus, mais la première chose qu'on fait, c'est OK, bon, bah, comment est-ce que je trouve des gens comme ça?
Il y a 3 étapes dans notre recrutement. La première étape, c'est on teste sur les savoirs fondamentaux. La deuxième, c'est qu'on donne une étude de cas. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle les leadership principles. C'est quelque chose qui est très spécifique à AWS. Je ne vais pas tellement m'étendre là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez ça chercher dans Google et vous trouverez de la littérature à n'en plus finir. C'est quelque chose de très intéressant, très unique. Mais c'est pas vraiment le plus important pour nous. Donc en fait, les techniques fondamentaux, c'est facile, c'est les bases. Est-ce que vous savez vous servir des réseaux? Est-ce que vous savez vous servir comment marche un computer? Donc, des tas de choses. On pose souvent aussi des questions qui testent votre logique. Donc souvent, on vous donne une question de debug. Le consulting, c'est la clarté d'expression. Est-ce que vous posez les bonnes questions? On va vous poser des questions qui sont en fait complètement pas claires et on vous demande de poser les bonnes questions pour clarifier. Pas vraiment de business là. Par contre, dans l'étude de cas, c'est là qu'on fait beaucoup de validation. L'étude de cas, on va vous dire, OK, par exemple, vous allez faire une migration entre 2 clouds, mais avec des contraintes. Bon, il n'y a pas assez de gens, ou il n'y a pas assez d'argent, ou il n'y a pas assez de temps, ou même les 3 à la fois. Donc, comment vous allez faire? C'est ça qu'on vous demande. Et là, vous allez nous proposer une architecture. Et c'est là, en fait, souvent qu'on voit la différence déjà, parce qu'il y a les techniciens, ils viennent avec une architecture. Alors, on regarde leurs choix techniques, on regarde s'ils ont bien compris pourquoi ils ont fait ces choix, s'ils n'ont pas juste copié-collé une architecture parce que c'est des problèmes classiques, donc on peut trouver des solutions classiques, mais on demande vraiment des tas de choses. Le consulting, on regarde comment ils expliquent, on leur pose des questions pièges, on va voir comment ils s'en sortent. On regarde si par exemple ils font des estimations réalistes, donc s'ils nous disent oui, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 3 semaines, etc. Et on nous demande aussi de maintenir le rythme, c'est-à-dire qu'en fait, comme on pose beaucoup de questions, ça ralentit le rythme, ça casse la cadence de la présentation, mais pour avoir 100% de la note, il faut qu'il fasse toute la présentation. Donc, il faut qu'il soit capable de réorienter le discours et d'arrêter les discussions et de maîtriser le flow. Et en business, on leur demande, est-ce que vous savez prendre en compte les contraintes? Est-ce que vous êtes capable de nous présenter des options différentes entre la technologie, le coût, etc., etc. Et est-ce que vous êtes capable de me faire une roadmap après le produit? Est-ce que vous allez me vendre quelque chose de plus complexe que juste le problème que je vais résoudre? Leadership Principles, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On s'attache surtout à la clarté d'expression. Et le business, on vous demande des exemples. Donc, selon les profils, on va avoir des gens qui ont fait du business. Donc, moi, par exemple, quand j'ai passé mes entretiens, on a passé beaucoup de temps sur comment j'ai vendu ma startup, comment je l'avais créé, comment j'avais décidé de faire du pricing, etc. En pratique, on trouve des gens qui sont très bons en tech, décents en consulting et rarement très évolués en business. Donc, en fait, souvent, je les recrute sur leur capacité technique, leur capacité conseil, évidemment, et sur leur coachabilité, c'est-à-dire un mot anglais probablement, veut dire je pense qu'ils sont capables d'apprendre. Et ça, on le voit dans les leadership principles. Et ensuite, on leur donne une formation qui est en fait une formation continue. On n'arrête pas de se former. Chez Amazon, on est en formation tout le temps. Pourquoi? Et c'est une formation qui est très pratique. Parce qu'en fait, mon expression favorite, c'est que vous ne devenez pas ceinture noire simplement en regardant Bruce Lee à la télé. Il faut pratiquer. Donc, on fait un certain nombre de dojos. Certains sur le messaging, c'est-à-dire en fait, on veut que vous ayez le message AWS correct. Donc, on vous donne une série de réunions. On joue ça comme un jeu de rôle avec une série de réunions. Vous suivez un scénario. Il y a les autres solution architectes jouent le rôle de panéliste ou le rôle de CTO, CEO, etc. Il faut les convaincre. Il y a des figures imposées, il y a des figures libres. C'est assez sophistiqué. Conversation client, souvent c'est un exercice entre essais. On part d'une conversation client qui a eu lieu probablement le mois d'avant, la semaine d'avant, et on la rejoue et on essaie de voir comment on aurait réagi. En fait, on se fait des équipes et on choisit quelle est la meilleure réponse et puis on la pratique, etc. Et la dernière chose, c'est l'étude de cas. On se met en situation. Donc, par exemple, c'est le premier exemple que j'ai donné. C'est voilà, on a un client qui dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, préparation, discussion, ça peut être un client qui veut qui a un problème technique, un client qui est très content, un client qui est très mécontent. On a des tas de
de variation. Et l'idée, c'est qu'en fait, on prépare, on discute, on essaye de trouver les opportunités. Et après, chaque équipe critique les autres équipes et on vote quelle est la meilleure réponse et on continue à l'étape suivante, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui prend 2-3 heures. C'est donc quelque chose qui est très amusant. En fait, en réalité, c'est très libérateur. Tout le monde s'amuse parce que du coup, il n'y a pas vraiment de perdants et il y a pas, c'est un safe space, comme on dit. Voilà. Et aussi, la dernière chose, c'est de faire du shadowing. Je pense que tout ça, c'est bien, c'est le dojo, mais ça ne remplace pas le terrain. Donc, sur le terrain, ben, on envoie les gens avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un peu l'écoute active, c'est-à-dire qu'il faut regarder ce que font les autres. Donc, on vient, on regarde ce que font les autres, on s'assied dans la on s'assied dans la discussion, on prend des notes. Et après, on fait du reverse shadowing, c'est-à-dire qu'en fait, on va être la personne qui parle et il y a un vétéran derrière pour rattraper les erreurs. Et je vais juste parler rapidement de la méthode en fait qu'on utilise le plus souvent, qui est un peu écouter, informer, proposer. Et je vais en parler un peu en détail parce qu'après, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans tous vos approches, pas forcément juste quand vous essayez de vendre, parce qu'en fait, en réalité, vendre, c'est convaincre et c'est proposer. Et donc, en réalité, vous allez avoir cette situation dans toute votre vie de développeur. C'est ça où on va parler. Donc, écoutez, c'est un peu, si vous vous rappelez le premier exemple, c'est un peu la première partie. C'est-à-dire qu'en fait, OK, quel est le problème? C'est aller de plus en plus vers le centre. Quel est le problème? OK, comment est-ce que c'est devenu un problème? Donc, quel est le problème? Je ne peux pas me connecter à mes dashboards. Comment est-ce que c'est devenu un problème? C'est parce que le management voulait absolument se connecter, avoir les inventories. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est parce qu'en fait, on a eu des problèmes et le management n'est pas content. Donc en fait, la vérité, c'est pas que la personne veut connecter les dashboards. La vérité, c'est que le management a un problème. Le client a besoin d'une certaine valeur. D'accord? Donc là, en fait, c'était intéressant de dire, OK, ben oui, on a des clients qui ont eu ce problème, qui ont eu ça, et voilà comment ils s'en sont sortis. Il faut essayer de montrer que vous avez l'expérience de comprendre. Donc, pas juste dire, OK, voilà le firewall, mais expliquer un petit peu pourquoi, dans le cas de l'exemple, le real time, c'est mieux que le day-to-day, et présenter une info pertinente qui permet d'établir une connexion avec le client. Et de dire, oui, ben voilà, non, je comprends, moi aussi, j'ai eu les mêmes problèmes, vous pouvez vous connecter au niveau personnel, vous pouvez vous connecter s'il y a eu un exemple dans l'industrie récemment. Une des astuces pour ça, en fait, que je recommande souvent, c'est de connaître le métier du client. Alors, les solutions d'architectes, leur problème, c'est que très souvent, ils ont un coup de fil le lundi pour une réunion le mardi sur un métier qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est quelqu'un qui utilise la technologie, mais il fait quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, pour préparer, souvent, ce qu'on fait, c'est que tu ne peux pas devenir médecin ou météorologiste ou spécialiste du génome du jour au lendemain. Mais par contre, ce qui est possible de faire, c'est de regarder un petit peu l'actualité, de prendre 2 ou 3 points saillants avec un petit peu de Google. Et après, de prendre une ou deux de ces discussions et dans la discussion avec le client, dire: «Oh, tiens, j'ai lu ça hier» ou «J'ai appris ça, qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, en fait, laisser le client parler et tout de suite, le client, en fait, va avoir l'impression qu'on s'intéresse ou qu'on s'y connaît assez et tout de suite, ça établit un rapport beaucoup plus personnel. Une fois qu'on a établi ce contrôle, un petit peu cette confiance, on peut prendre le contrôle plus facilement de la discussion, challenger les idées, dire: «Mais non, vous n'avez pas besoin d'une connexion avec le dashboard, en fait, vous avez besoin d'un système real time». Voilà. Et en fait, changer leur perception du problème. Et en fait, souvent, ce que j'aurais dû mettre au début d'ailleurs, c'est que beaucoup de discussions, c'est que le client dit, voilà, mon problème, c'est que je veux cette solution. Il a déjà fait tout un parcours intellectuel en décidant ce qu'il voulait. Et votre boulot, c'est de revenir en arrière et changer cette perception en utilisant tous ces outils. Voilà. Et à la fin, on va le, proposer, déplacer le sujet de la discussion et proposer une meilleure approche et ensuite personnaliser et montrer comment ça adresse le problème. Donc, en fait, ça, c'est bien quand on est chez Amazon et qu'on a une infinité de gens et de temps, etc. Mais pour faire cette formation, donc vous n'avez pas toujours ça, vous n'êtes pas tous dans une énorme structure avec autant de moyens. Mais il y a des tas de façons d'acquérir les réflexes comme ça dans la vie quotidienne.
Ma première expérience dans cette situation, ça a été quand j'étais dans la Silicon Valley. En fait, un jour, j'étais chef de projet et on m'a dit, OK, bah, Jérôme, tu as le nouveau produit. J'étais chef de produit. Il y a le nouveau produit, il faut que tu ailles aider le marketing pour faire les brochures et toutes les présentations. Et bon, c'est OK, c'est dans 2 semaines. Voilà, il fallait tout faire. Donc, je suis allé au marketing, j'ai passé 2 semaines au marketing, on a écrit les brochures, etc. Et en fait, ce que j'ai retiré de ça, c'était qu'en fait, le monde du développeur, c'est un monde où il y a des to-do, il y a les backlogs, il y a la dette technique, il y a plein de choses. C'est tout ce qui est à faire et qui est insuffisant et qui marche pas et qui est cassé. C'est un truc assez, pas forcément super joyeux. Par contre, le monde du marketing, c'est un truc où on se focalise sur les brochures, le messaging, c'est ce qui est fait, c'est les succès, c'est comment les utilisateurs en fait réussissent avec le produit, c'est vachement plus success stories. Et en fait, c'était beaucoup plus positif. Donc en fait, je suis sorti de là gonflé à bloc. Et aussi, j'avais remarqué que tiens, il y avait des histoires qui revenaient souvent. Et en fait, en regardant toutes ces histoires, je me suis dit, mais en fait, on a quelque chose qui pourrait résoudre beaucoup de ces histoires en un coup. Et en fait, on a créé du coup une nouvelle feature pour le produit, qui a été une feature extrêmement populaire. Et c'était parce que j'avais eu l'occasion de sortir un petit peu du guidon, mon nez du guidon, et de faire un petit peu du développement, de faire un petit peu du marketing et d'écrire, de réfléchir en fait sur ce que faisaient les clients. Donc ma première leçon pour moi, c'est il faut collaborer entre fonctions. Si vous restez entre développeurs, vous n'allez jamais vraiment apprendre ce qui est hors de l'univers des développeurs. La deuxième, c'est qu'en fait, il faut comprendre que quand vous faites quelque chose, vous essayez d'ajouter de la valeur. Et si vous raisonnez dans le monde de votre technologie, vous allez complètement passer à côté de la vraie valeur. Donc, je vous mets une citation. Je commande mes repas chez ces gens-là parce que j'adore comment ils génèrent leur base de données. Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un dire ça une fois? Est-ce que vous commandez vos repas sur votre app parce que les gens, ils ont un CI/CD d'enfer? Donc en fait, c'est jamais ça. C'est jamais ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'expérience. La réalité, c'est qu'il y a des tas de choses où la technologie participe à la valeur, mais la technologie en elle-même, c'est jamais vraiment la clé de ce qu'achètent les clients. Donc en fait, l'intérêt, c'est de comprendre où est la valeur et aussi de connecter ce qu'on construit à la valeur. Donc il y a plusieurs et il faut revenir au même schéma de pensée qui est OK, d'accord, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je veux une base de données rapide? Parce que je peux faire ça, parce que c'est un problème, parce que en fait les clients attendent trop longtemps sur le site, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve, qui est un réflexe à acquérir. Donc par exemple pour les futurs CTO, euh, voilà un truc typiquement. Donc moi ça m'est arrivé. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune aux États-Unis où je parlais au CEO. Et je disais, voilà, si on fait ça, on va accélérer la base de données par un facteur de 5. Il me regarde en me disant, ouais, et alors? Et c'est exactement ça. En fait, en réalité, il vaut mieux dire, OK, donc j'ai un plan, on va doubler la vitesse du site, on va diminuer le taux d'abandonnement par 30%. On sait que ça va nous rajouter à peu près 1 million de dollars de revenus. Alors là, du coup, le CEO dit, ah ouais, non, ça a l'air intéressant. Et après, vous dites, OK, bon, et en fait, il me faut 3 développeurs pour faire ça. Et ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est de la même façon, si vous êtes solution architect, vous n'allez pas dire avec AWS Z Shift, on peut avoir 300 terabytes par seconde, etc. Vous dites pas ça. En fait, il faut dire, monsieur le client, tous mes clients qui sont passés au reporting temps réel ont augmenté leur efficacité de 40%. Ça veut dire qu'ils ont plus de clients, plus de revenus, moins de stock. Vous pouvez, ça dépend du métier. Là. Est-ce que ça vous dirait si je fais une petite projet pour former vos clients, pour former vos ingénieurs, former votre team, et je peux peut-être parler à votre CEO pour l'investissement. Et en fait, c'est ça. La vérité, c'est qu'il faut, vous construisez un business, vous construisez pas une technologie. Il faut absolument arriver à comprendre ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, moi, ça a été mon expérience de CTO. Hein. Je me suis retrouvé CTO de ma première startup, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais juste un très bon ingénieur, puis on a monté une boîte, puis bah, il fallait un CTO. Donc voilà, le chef développeur, c'est le CTO.
Et puis subitement, je me suis retrouvé avec la paye, le compta, les investissements, les term sheets, les EBITDA, les estimations, comment on fait. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais rien du tout. Donc, il a fallu que j'apprenne un petit peu à la ramasse les fondations de la compta, de la gestion. Euh, une autre chose que j'ai appris, malheureusement, douloureusement, c'est qu'en fait, il faut s'équiper. C'est-à-dire que, par exemple, il faut apprendre à rassembler la donnée. Donc, un truc qui est très courant dans le monde du cloud, c'est que souvent, nos clients savent combien leur coûte leur infrastructure, mais ils savent pas combien ça coûte une transaction. Donc, par exemple, ils savent pas combien ça leur coûte quand un client en infrastructure cloud, quand un client achète quelque chose sur leur site, par exemple. Mais ça leur coûte quelque chose, parce que ça coûte un peu de base de données, un peu de bande passante, un peu de serveurs, etc., etc. Et en réalité, ils ne sont pas équipés pour calculer ça. Donc, en fait, ils ne sont jamais équipés pour avoir une vision microscopique du résultat. Et c'est très difficile de driver un progrès. Et c'est là que la technologie peut dire, OK, j'ai équipé tout ça, maintenant je vais mesurer, je peux aller voir le boss et dire, voilà, quand on fait une transaction, ça nous coûte 1 $. Mais en réalité, si on change ça, ça va nous coûter 50 centimes. Donc, il faut articuler la roadmap autour de ça. Ne pas dire, voilà, on va faire une base de données qui va 3 fois plus vite, on va changer de CDN. C'est là, OK, voilà. Donc, avec ça, on va diminuer ça, ça, ça et ça. Par contre, le trade-off, c'est qu'éventuellement, on va être obligé de retarder ce développement où il faut ajouter des gens. Et en général, quand on le raccroche à quelque chose qui est business, ça marche beaucoup mieux. C'est la même chose, je vais sauter ça, mais c'est la même chose quand vous collaborez avec avec les équipes produits. C'est pas juste les équipes produits qui vous disent quoi faire. Avec tout le savoir technique que vous avez, vous pouvez vous asseoir avec les équipes produits et suggérer ce que vous pourriez faire, mais toujours en termes de produits, pas en termes de performance, du unit test, etc. Voilà. Un des outils super importants pour ça, c'est la communication, donc la capacité à exprimer clairement vos idées. D'accord. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se pratique. Les ingénieurs sont souvent binaires. Donc moi aussi, dans mon expérience de CTO, au début, on me disait, voilà, on veut faire ça. Et je disais, ben non, ça va pas marcher. Et ça, c'est quelque chose que le board ou les CIO ou le produit n'avalent jamais. En réalité, la vérité, c'est qu'il faut dire oui, mais alors, voilà les conséquences en termes de produits, etc. Donc, yes, but. Voilà, c'est un peu ça qui est difficile. C'est quelque chose qui est difficile pour les ingénieurs à apprendre. Il faut faire un compromis, il faut rajouter, OK, on va faire ça dans 6 mois, on va faire ça dans 3 mois, et réfléchir si on veut ça, alors il faut ça, si on veut ça, alors il faut ça, et réfléchir un peu en ce que j'appelle en pyramide. Revenir à la valeur. Et pratiquer. Ça, en fait, parler en public, c'est aussi quelque chose qui est jamais facile. Euh, donc, voilà, toute une liste de choses qui sont des bons endroits pour pratiquer. Donc, lancez-vous. Les solutions architectes de chez Amazon, ils ont en fait un de leurs goals, de leurs KPI, c'est de faire ça, de ce qu'on appelle le thought leadership. Et là, justement, c'est la fin de l'année, on fait les performance reviews. Voilà les totaux de mon équipe. Il y a 15 personnes. Et voilà donc tout ce qu'ils ont fait à eux 15 cette année, comme intervention publique, comme voilà. Donc la communication, l'idée de poser les bonnes questions, la pratique, c'est ça. Où est-ce que vous pouvez le faire? En startup. Startup, ouais, vous faites tout sans filet. Euh, Ça bouge super vite. Vous pouvez penser à un truc le lundi, c'est en prod le vendredi, c'est génial. Euh, En entreprise, ça bouge beaucoup moins vite. Amazon est un exemple, mais du coup, vous avez des moyens infinis. Vous pouvez dire, OK, je vais passer une semaine à apprendre ça. Et personne ne va vous faire des ennuis. Donc ça, effectivement, c'est assez confortable. Moi, ce que je pense, c'est que c'est bien d'apprendre les bases en entreprise pendant quelques années et après de se lancer dans une startup pour avoir un petit peu l'adrénaline et un peu l'expérience. Parce que sinon, se lancer dans le vide, c'est juste un peu comme tirer un ticket de loterie. Voilà, l'alternative à la startup qui est vachement puissante, c'est ce que j'ai fait pendant des années aussi entre la vente de ma boîte et être chez Google Cloud, c'est du freelance. Voilà, freelance, c'est super pour le sens du business parce que faut gérer les attentes, faut définir le produit, faut savoir facturer, faut savoir faire la compta, faut savoir se vendre, faut savoir préparer le prochain contrat pendant qu'on est en train d'exécuter le contrat. Donc c'est quelque chose de particulièrement intense aussi et risqué, mais alors c'est super, super, super formateur. Voilà.
Donc j'espère que j'étais pas trop long, mais voilà, en résumé, si j'avais quelques petites choses à dire, c'est collaborer. Collaborer, faites du shadowing, donc regardez ce que les gens font. Euh, Apprenez quelques bases, donc tout ce qui est gestion, comptabilité, parce que le langage de la finance, c'est le langage des CEO, des CFO, de tout le comité directeur et même des gens produits. Apprenez à calculer la valeur, apprenez le métier de vos clients. Il y a, je ne sais pas combien de développeurs que je rencontre qui font, quand je leur dis qu'est-ce que fait votre boîte, ils disent ah, on fait du génome. Je dis ah bon, c'est intéressant, et alors ça marche comment la génomics? Et ils me disent oh non, mais je ne sais pas, moi je fais juste du calcul à haute performance. Je dis mais comment vous savez alors si c'est bien ou pas? Et en fait, c'est ça le problème. Développez vos compétences en communication, allez-y, lancez-vous, les meet-up, tout ça. Moi, j'étais terrifié de parler en public il y a très longtemps. Après avoir fait 250 keynotes, maintenant, c'est un petit peu, c'est très différent. En fait, même, je trouve ça assez sympa. Faites du freelance et en fait, en réalité, pensez comme un CEO. Le CEO, c'est quelqu'un qui a les rênes de la boîte et qui va prendre toutes les décisions de comment est-ce qu'on oriente le business, qu'est-ce qu'on va faire. Et le CEO, honnêtement, ça lui importe pas tellement de savoir si vous utilisez Java ou Python ou Node.js ou le cloud ou tel cloud. En fait, ce qui intéresse, c'est les résultats et c'est les décisions. Donc, pensez comme ça, mettez-vous toujours dans la peau du CEO. Si vous étiez le CEO, est-ce que ça va faire avancer votre business? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette technologie que vous proposez que vous ne pouvez pas faire avec l'ancienne technologie et combien est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va profiter au business? Est-ce que ça va rapporter quelque chose? Voilà. Essayez de ça. Mettez votre casquette de CEO. Je vais m'arrêter là et merci d'avoir écouté. Euh, et on va peut-être passer aux questions s'il y a des questions. Merci Jérôme, c'était super instructif. Notamment, j'aime beaucoup la façon dont aider les clients à croître vous permet d'avoir plus de business pour AWS. C'est gagnant-gagnant et ça fait toujours plaisir. Et aussi la façon de présenter les choses pour obtenir de l'adhésion en interne quand tu mets en valeur quand tu mets en avant la valeur que ça peut apporter aux clients, puisque le changement en tech tel qu'on aurait tendance à le faire en général en tant que tech guy, dev ou Mhm. autre. Et c'est vrai que ça change beaucoup la façon de regarder les choses et du coup l'impact que ça a et l'adhésion, la bande passante qu'on peut avoir de la part du top management. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a une première question de Sarah qui nous demande comment tu arrives à déterminer le coût de l'infra côté client, le coût d'un achat côté client sur l'infra. Tu nous disais, c'est important d'avoir ces métriques-là, de savoir que tel Ah, achat ok. d'une personne va coûter au bout du compte tant 50 centimes, 1 euro, etc. Comment tu arrives à déterminer ça avec autant de précision? Il y a plusieurs méthodes en fait qui se rajoutent. Il y a des heuristiques de base il y a des heuristiques de base où par exemple on sait que par exemple dans une base de données pour stocker tant de millions de records, ça coûte tant d'argent, etc. On peut regarder donc c'est au premier niveau, c'est comme ça qu'on faisait avant. On regarde par exemple le nombre de la quantité de données, le nombre de requêtes. On demande aux développeurs de faire une évaluation de combien de requêtes fait une transaction typique et on fait une évaluation grosso modo. Mais maintenant, en fait, aussi, ce qu'on fait beaucoup plus, c'est qu'on a des capacités dans AWS, mais dans d'autres clouds, hein. De ce côté-là, tout le monde construit ses capacités. On fait de l'observabilité et du traçage très précis. Et donc, en fait, on va instrumenter le code dans certains endroits bien précis pour voir combien de temps, combien d'octets, combien de minutes, combien de CPU, etc. On fait passer dans une transaction. C'est la même chose que si on faisait de la traçabilité entre process. On a juste un ID qu'on ramène et on sait combien cet ID a consommé de CPU, etc. Et avec ça, on fait une évaluation. On ne sait jamais au micro-centime. Mais il y a en fait chez Amazon toute une équipe de gens, de spécialistes qui font juste que ça. Donc, ils ont tout un outil qui s'appelle la SaaS Factory. Et ils ont développé des outils internes. Donc, en fait, on donne ces outils aux clients. Les clients instrumentent leur code. Donc, c'est en Ok, fait très, super. très, très complexe. Merci. Du coup, ouais, c'est plus un prisme statistique sur les choses pour essayer de déterminer un coût à l'unité. En tout cas, merci pour ces infos. On a une question de Antoine Horry Lamballe, à qui on va donner le micro. Mhm.
Est-ce que Antoine est parmi Oui, nous? Bonjour Antoine. Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? oui, Oui, très bien. bonjour. Super. Du coup, dans la présentation, il y a un schéma classique qui a été présenté, qui est que typiquement, ce sont des développeurs à l'origine qui ensuite acquièrent des connaissances, des compétences en consulting et surtout en business après. Est-ce qu'on a le scénario inverse? Quelqu'un qui vient du business ou à la rigueur du consulting et à l'origine moins tech, qui acquiert les connaissances techniques pour devenir soit solution architect, soit CTO, soit des positions similaires. Oui, Comment, à on quel point a. c'est courant? Oui, merci Antoine. Ça existe et honnêtement, c'est moins courant, mais je pense que c'est plus une réflexion du système éducatif qu'autre chose. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on considère souvent que la technologie est pas, ce qui n'est pas technologie, c'est un petit peu orthogonal ou antinomique et on fait soit l'un, soit l'autre. Et aussi, on considère que le business, c'est une science molle, on peut l'apprendre un petit peu comme ça, alors que la computer science, c'est un truc, c'est une science dure, il faut commencer jeune et il faut apprendre ça. Donc en fait, les systèmes éducatifs ont ce genre de supposition built-in, euh, mais je suis pas d'accord du tout, mais c'est juste, j'ai rencontré des gens qui étaient des anciens profs de français, qui étaient devenus d'extrêmement bons développeurs, et j'ai eu des solutions architectes chez Google qui étaient des anciens, des philosophes de profession à l'origine et qui avaient appris la techno. C'est tout à fait possible. Mais c'est rare, mais c'est plus encore une fois, c'est juste beaucoup plus un reflet de notre culture qu'un reflet d'une nécessité quelconque. Ok, Merci donc beaucoup. tout est possible du coup, et ça nous renvoie sur une autre question de Charlotte qui ne peut pas prendre le micro sur est-ce que tu peux détailler un peu comment ça se passe le mentoring des AS pour monter en compétence sur le biz quand il y a besoin, s'ils n'ont pas du tout ces compétences-là, comment vous les accompagnez, c'est quoi le programme, c'est quoi les étapes, etc. Ouais, bah, ça revient un petit peu au début de ma présentation, qui est qu'en fait, il y a beaucoup de solution architectes, particulièrement les gens qui démarrent jeunes, qui n'ont pas du tout de compétences business. Et au début, un solution architecte travaille pas au début, un solution architecte travaille toujours en tandem avec un vendeur, un sales representative. Et donc, c'est un petit peu le côté, c'est la phase technique de la vente, mais il y a aussi toute une phase commerciale. Donc, le ASC, on lui demande de détecter une opportunité, mais on ne va jamais lui demander d'aller naviguer la politique, d'aller naviguer la hiérarchie, de négocier les discounts, d'expliquer tout ça. Ça, c'est en fait le rôle du vendeur. Mais euh, on les accompagne parce qu'en fait, les fondements du rôle du SC chez Amazon, qui sont écrits très clairement, parce qu'Amazon, on écrit absolument tout, il y a une ligne qui dit oui, le SC doit trouver des opportunités. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que ces gens-là, on les forme de zéro et on suit un peu le process dont je parlais, qui est que en fait, on va leur expliquer comment ce sont les opportunités, on va leur faire participer à des jeux de rôle. Et il y a en fait, et on va faire tout ce que je disais là, qui est apprendre les méthodes Challenger et autres versions, qui sont des versions des méthodes de vente, mais qu'on simplifie pour les techniciens. Et on fait souvent aussi en interne des formations certifiées. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a passé un certain niveau, on a un certain certificat, on a le droit de former les autres, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui est continu. On ne décide pas un jour, ça y est, vous êtes bon, vous êtes vendeur, vous êtes bon pour les opportunités, vous comprenez tout le biz, c'est bon. C'est jamais comme ça. Tous les exercices que je décrivais, le dojo et tout ça, c'est quelque chose que tout le monde fait tout le temps. Il y a que la pratique. C'est la seule différence, c'est est-ce qu'on part de zéro ou est-ce qu'on part d'un acquis, mais la formation est continue et fréquente. Ok, super, merci. Mais du coup, c'est vrai que ça permet de garder en tête toujours le bon mindset quand tu parles aux clients, de pratiquer en permanence, que ce soit avec les clients ou du coup avec de la formation à côté. Mais Petite... je m'excuse, mais on a des résistances, hein. Tous les solutions Oui. architectes ne sont pas complètement d'accord, hein. La réponse qui est non, mais attends, moi je ne suis pas vendeur, c'est quand même assez courant. Il faut un petit peu de pratique dans le monde du solution architect pour comprendre un petit peu la différence entre détecter une opportunité et être vendeur.
Ouais, mais ça, du coup, si j'ai bien compris, c'est quelque chose que vous détectez dès la phase de recrutement et vous vous mettez d'accord avant qu'ils vous rejoignent sur OK, tu vas pas faire de la vente, mais tu vas détecter les opportunités, ça fait partie de ton Mm. job. Voilà, et aussi on détecte aussi combien, how much work, combien de travail il va falloir faire sur la personne pour l'amener au niveau. Oui, c'est clair. Très clair. Et je me demandais sur les binômes, enfin en gros, est-ce que quand il y a un solution architect et un vendeur, est-ce que c'est des binômes Mm. établis dans le temps ou est-ce que c'est en fonction des clients? Comment ça évolue ça? Euh, il y a plein d'écoles. En fait, il n'y a D'accord. pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y a des ventes, donc sur les très grands comptes, très souvent, les solutions architectes restent assez longtemps. Puis il y a des trucs intermédiaires, il y a les customer satisfaction et tout ça. Mais en fait, euh, souvent, selon la taille du client, il y a besoin de travailler plus longtemps sur le même client. Et là, en fait, effectivement, le sales et le SC travaillent ensemble de façon très proche. Mais par exemple, il y a des endroits comme dans mon équipe où en fait on couvre toute l'Asie et on n'a pas des gens dans toute l'Asie, où on n'a pas forcément assez de gens. Donc par exemple, il se trouve que peut-être au Vietnam ou en Malaisie, on a besoin de gens supplémentaires. Et donc en fait, là, on va faire qu'un SC de Singapour va aller aider en Malaisie le vendeur pour l'occasion. Mais c'est très, très, très. Il n'y a pas de loi. Donc je sais qu'il y a des équipes où les vendeurs et le SC, c'est pratiquement. Ils sont pratiquement mariés. C'est un Mhm. couple qui travaille pendant des années et des années ensemble. Il y a aussi des équipes comme ça où ils se voient une fois, c'est transactionnel et c'est terminé. Ok, donc, encore une fois, tout existe. Il y a de Oui. tout et en même temps, c'est pas étonnant dans une boîte de cette taille-là d'avoir un petit peu de tout ce qui est possible de faire. C'est le truc d'Amazon en fait. Il y a un de chaque. Tu peux demander n'importe quelle combinaison, on en trouvera toujours. Mais ça veut dire aussi qu'ils laissent la place à ça et au lieu Mhm. d'imposer un système de fonctionnement à tout le monde, c'est assez Voilà, intéressant. non, ça c'est vrai. Mais Amazon est intéressant pour ça parce qu'il y a des tas de choses très strictes et il y a des tas de choses très très libres. Donc, il y a des règles très strictes, mais par exemple, Amazon innove énormément, mais c'est parce qu'en fait, la nécessité d'innover fait partie des règles. Et on Mhm. a des tas de process pour innover, qu'on apprend, comme les process de vente. Et donc, en fait, on est jugé sur la qualité de notre innovation, sur la quantité de notre innovation, mais on ne nous dit pas qu'est-ce que c'est l'innovation, mais on nous donne des tas de formations pour avoir un esprit innovateur. De la même façon, on ne va pas dire aux gens, OK, les gens sont à parier entre un account manager et un sales. En pratique, il y a des fois où ça me fait du sens et c'est ce qui arrive. Il y a des fois où ça ne fait pas de sens, ça n'arrive pas. Donc c'est assez intéressant parce qu'Amazon, avec sa taille, est extrêmement à la fois régimenté et libre, de façon très curieuse. Super. Merci. C'est très intéressant d'avoir ces insights sur comment ça marche et comment l'innovation est institutionnalisée dans la boîte. Je vais passer à une autre question de Laurie Savenot, qui est une question sur. Je pense que ça va te parler sur, en gros, la gestion de la dette technique ou les sujets purement tech par rapport au sujet business et comment ça s'articule. Je vais lui laisser la Hmm. main s'il est dispo. Laurie, est-ce que tu es avec nous? On n'a pas de Loris apparemment. Je vais te lire sa question. La question, c'est comment valoriser une amélioration technique ou une correction de dette face à un CTO qui ne jure que par le business ou les coûts apportés, les coûts par rapport aux bénéfices que ça rapporte. Par exemple, ajouter des tests, améliorer les performances, etc. Donc tout ce qui est purement technique, comment on le valorise quand il n'y a pas Hmm. forcément d'impact très direct sur le business. Bon, s'il n'y a vraiment pas d'impact sur le business, ça n'a pas d'importance. Mais en réalité, par exemple, l'exemple que tu mentionnes, Loris, en général, ça a un gros impact sur le business que le CTO ne comprend pas. Donc, c'est que s'il n'y a pas de test, par exemple, c'est que la qualité, en général, à moins que vous ayez tous des super humains dans votre équipe, la qualité va en pâtir. Ça veut dire qu'en réalité, le cycle de release va être rallongé, le QA va être beaucoup plus long. Donc en réalité, l'impact sur le business de rajouter des tests, c'est que vous allez pouvoir réaliser beaucoup plus vite et beaucoup plus sûr. Et tu peux prendre les données tu peux prendre les informations des sprints précédents et voir, voilà, tu sais, par exemple, il s'est passé ça ou ça. Un truc très classique dans cette situation. Donc, je parle des tests parce que c'est un truc super courant.
c'est qu'en fait, les gens font pas de tests parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps et que ça ralentit ça ralentit. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens font un sprint qui est planifié full time. Et après, comme il n'y a pas de test, il y a des erreurs qui surfacent, soit par le QA, soit par les utilisateurs, qui doivent être corrigées. Mais comme il y en a beaucoup plus que prévu, il n'y a pas de place dans le sprint. Donc, on va prendre du temps dans le sprint pour corriger ces erreurs qui étaient imprévues. Ça va pousser le backlog d'une semaine, de 2 semaines. Et en fait, ça veut dire qu'on passe énormément de temps à corriger ça. Et en général, c'est plus une question de corriger l'image mentale des développeurs. Mais là, dans ce cas-là, c'est ça, c'est de dire, tu vois, nous avions ces 10 problèmes qui ont été des problèmes qu'on peut documenter dans le système de tracking. J'espère que vous avez un système de tracking. On a ces 10 problèmes qui sont revenus. Ça a fait ralentir le sprint de 1 semaine. Ça veut dire qu'on a ralenti la release de cette fonction de 1 semaine ou 2. Ça veut dire qu'on a perdu tant d'argent. Donc maintenant, si on met ça, si on met des tests, on va gagner 30% de temps quand on fait une release. Et voilà comment on le raccroche au business. Mais si ton CTO pense que faire des tests, qu'il voit le développement comme un cost center et que il fait une erreur. Là aussi, si tu veux travailler avec Amazon, demande au solution architect d'aller parler à ton CTO. C'est aussi le rôle des SC. C'est bon de savoir qu'ils peuvent nous aider sur ce type de choses. C'est vrai que ça revient à la façon dont on présente les choses. Effectivement, il n'y a pas de choses qui soient purement techniques. Il y a toujours un impact quelque part, mais c'est pas toujours évident de le mettre en valeur et de faire percevoir la valeur ajoutée. Typiquement, les tests, c'est un cas assez classique. Et de faire percevoir la valeur suffisamment pour avoir le buy-in et pouvoir le mettre en place. Même si tout le monde est convaincu que c'est une bonne chose, le fait qu'il y ait un retour sur investissement suffisant n'est pas toujours évident à valoriser. Je vais passer la Oui, parole. enfin, Oui, le nombre pardon. de fois où j'ai des gens qui me disent ouais, non, mais on fait pas de test. Mais, je leur dis ben oui, mais alors vous avez des problèmes pour votre release cycle est de plus en plus long. Ils me disent ouais. Donc vous voulez toujours pas faire test? Ah non, 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 on perd du temps. Donc c'est quelque chose c'est un mindset qui est très, très difficile, très important et très difficile à changer. Tout à fait. Comme le souligne Waiki dans les commentaires, à terme, ça crée de la frustration chez les développeurs, des Exactement. départs et du coup, de la perte de connaissances, un manque à gagner, etc. Alors juste un truc à ce propos. Bon, le CTO de la boîte, c'est pas forcément ça, mais dans une société comme Amazon, les managers, un de leurs indicateurs de performance, c'est s'ils arrivent à garder les meilleurs performeurs. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde combien il y a de gens qui démissionnent et surtout si c'est les meilleurs, les plus performants. Et c'est un petit indicateur de la performance du manager. Hop. Donc si tu crées de la frustration chez tes développeurs et qu'ils s'en vont, ça va petit à petit aussi impacter ta propre performance. Donc, moi, c'est mesuré directement et c'est une super pratique. Je vais passer à une autre question de David Palis, qui aimerait savoir. Je vais lui donner la main s'il est dispo déjà. David, est-ce que tu es avec nous? Oui, vous m'entendez? Bonjour. 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 Oui, du coup, ma question, c'était de savoir justement, pour un développeur qui a commencé en tant que dev et qui est devenu bon en consulting et en business, à terme, sur quel autre type de poste il pourrait postuler dans une entreprise tech, sachant qu'on on touche un peu à tout au final et on ne sait plus trop après exactement sur quel type de poste on peut prétendre. Donc, j'aurais voulu avoir ton expérience là-dessus. Développeur qu'on travaille le vertical. Bah, bon, effectivement, SC. Alors, il y a plein de SC. Donc, si tu veux, le solution architect, il y a les SC dans mon équipe. Donc, c'est des vendeurs techniques, mais qui travaillent avec des toutes petites sociétés. Il y a aussi les spécialistes. Donc, les gens dans mon équipe sont des gens qui sont généralistes avec éventuellement une spécialité, voire deux. Alors là, c'est super. Donc, ils connaissent très bien un domaine et en général, mais ils connaissent pas tout. En fait, un des trucs, c'est que il y a quelque chose comme 50 produits de base que tous les SC sont censés connaître. Et il y en a au moins 5 ou 6 où ils sont censés avoir une connaissance approfondie. C'est déjà super lourd. On a aussi des SC qui sont juste spécialistes de une seule techno ou une seule série de techno. Et là, ils savent tout par cœur. Là, ils savent tout à fond. Donc, il y a plein de SC. Il y a le support, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle Technical Account Manager.
où là, en fait, c'est beaucoup plus des gens qui managent des programmes. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les gros clients. Si tu veux, c'est des architectes qui sont plus vraiment des gens qui font de la technologie. Tu as besoin de comprendre ce qui se passe, mais les problèmes sont tellement complexes que ça va jamais être résolu par une seule équipe. Ça va être résolu par plusieurs départements qui doivent travailler ensemble. Tu as une compagnie aérienne, tu vois, une banque, un truc comme ça. Euh, Tu dois faire travailler des groupes. Là, à ce moment-là, il faut comprendre la technique, mais il faut aussi avoir beaucoup de capacités de consultant. Donc, le technical account manager, par exemple. C'est quelque chose comme ça. Si tu veux rester plus technicien, il y a aussi ce qu'on appelle le Customer Satisfaction Manager. Ce sont des gens qui sont des SC, mais qui restent avec des clients pendant très longtemps. Parce que les clients vont évoluer, tout le monde évolue, tout le monde change. Les startups grandissent très vite, on leur souhaite ça. Mais il y a aussi des boîtes qui simplement changent. Par exemple, même des compagnies aériennes, elles décident de passer à une autre techno, elles décident de passer à un grand système de reporting différent, ils décident de passer sur le cloud, ils décident de passer en microservices. Donc, et ça, c'est où alors ils décident de se faire certifier sur certaines choses. Donc, ça prend des mois et des mois et des mois. Et éventuellement, avec ça, en fait, le CSM est quelqu'un qui va rester avec eux et qui va connaître la roadmap du client sur plusieurs années et qui va du coup appeler les bonnes personnes. Et donc, c'est un espèce de SC suréquipé, mais qui s'inscrit dans la ligne, dans la durée, par exemple. Et tout ça, ce sont des choses où le, comment dire, l'interface avec le client est primordiale. C'est très très important parce que là, il faut avoir des relations, il faut aller jouer au golf avec le bon client si tu es en Asie. Je veux dire, c'est ça. Mais tu as toujours une dimension technique. D'ailleurs, en fait, les vendeurs de chez Amazon sont assez étonnamment bons en technologie. Ok, merci beaucoup, Jean. Merci Jérôme. Je me pose une petite question sur ce que tu viens de dire. Est-ce que vous avez une espèce de mapping entre les expertises des essais et les différents services AWS? Ou est-ce que on sait qu'un tel connaît bien tel ou tel sujet, ou est-ce que vraiment c'est cartographié? Euh, on demande aux gens de prendre une spécialité. Ouais. Mais donc, en fait, quand on rentre, on demande aux gens donc d'avoir une connaissance de base, c'est une 50 ou 60 produits, d'être assez bon. On a un niveau, c'est level 100, 200, 300, 100, 200, 300, c'est un petit peu la méthode américaine. On leur demande d'avoir 200 sur une cinquantaine de produits et d'être 300 à 400 sur une zone. Et on leur dit, OK, donc les bases de données relationnelles ou le réseau ou la sécurité ou le serverless ou le high performance compute, on a une trentaine comme ça de groupes. Et là, on leur demande de rejoindre un de ces groupes d'expertise et de devenir expert. Mais Ce que je me voilà, demandais, c'est c'est si ce vous qu'on demande. savez, si vous avez besoin d'un expert sur tel produit AWS, comment Hmm. vous arrivez à l'identifier? On a une base de données pour ça. Donc, en fait, on a un système de tickets généralisé qui est OK, j'ai besoin d'un spécialiste pour ça. Et ce système connaît les spécialistes qui sont membres de ces groupes de pratique. Et le système va assigner la demande à un de ces spécialistes. Et pour rester spécialiste, pour rester qualifié et rester spécialiste, il faut avoir résolu un certain nombre de ces problèmes. Donc, si moi, je me mets dans un groupe et que je passe tous les examens, puis que je suis spécialiste, mais que je ne résous jamais aucun problème, je vais perdre ma spécialité. Et en fait, comme on demande à tout le monde d'avoir une spécialité, parce que sinon ça impacte sur leur performance review, c'est-à-dire sur leur salaire, ben, j'ai intérêt à avoir une spécialité et à résoudre des problèmes. Et en fait, il y a vraiment un système de tickets généralisé. Ok, super, merci. Ça répond très clairement à la question. On va arriver au bout du webinaire là. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous donniez tous une note sur 5 et un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ce talk. On est toujours friand des petits feedbacks et des commentaires de ce genre. Et pendant que vous faites ça, je vais laisser la main à Jérôme une dernière fois pour le mot de la fin, où il pourrait nous dire ce Ouais. qu'il a envie. Et Je, je dirai au revoir après. je vais d'abord dire à Quentin qui a écrit quelque chose pour David qu'il a complètement raison. Il y a aussi, j'ai complètement oublié ça, il y a Developer Relation, Developer Advocate, etc. Mais c'est quand on est très bon développeur. Et là, on parle aux développeurs. Et je pense que la question de David à l'origine, c'était un petit peu plutôt migrer vers consulting. Mais en réalité,
si vous êtes bon en communication et que vous aimez la techno et que vous voulez parler à plein de clients, on vous trouvera toujours quelque chose chez AWS. Il n'y a pas de problème qui correspond à vos attentes. Et dernière chose pour les managers, ils sont aussi notés sur leur capacité à trouver, à garder la satisfaction des gens, même quand ils quittent leur équipe. Donc en fait, trouver un job pour quelqu'un dans une autre équipe, même si dans une autre équipe, c'est aussi pourvu qu'il soit content, c'est en fait aussi quelque chose qui compte dans notre performance. Donc voilà. Donc c'est pas tellement quand même l'empire du mal, Amazon. Voilà. Merci. En tout cas, je vais juste vous dire, c'est super sympa d'être venu. Si vous voulez me parler, j'avais un truc sur. Voilà, vous pouvez me connecter sur LinkedIn. Je suis souvent à l'écoute. Je poste de temps en temps sur un tas de sujets. Et au plaisir. Si jamais vous venez à Singapour, faites-moi un signal. On ira prendre un verre. Ça se fait beaucoup, il paraît, entre expats dans ces régions-là. Merci Ah oui. Jérôme, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé. Prochain live le 7 décembre avec Matera sur les 7 principes de survie et d'impact quand tu es le premier PM. En attendant, très bonne journée à tous et bon appétit. Merci. Au revoir.